Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo de l'Instant Shoujo. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Anaïs. On va vous parler de traduction et notamment de traduction de shoujo manga. Bonjour à tous. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour les gens de la chaîne? Alors, je suis Anaïs Keklin, je suis traductrice de manga, de BD, de comics depuis un peu plus de 10 ans. Voilà, donc j'ai étudié le japonais à l'INALCO et puis on a vécu au Japon avec mon mari et puis en revenant et même un peu avant j'avais commencé à travailler déjà dans le manga et petit à petit de fil en aiguille j'ai travaillé pour plus d'éditeurs et voilà. Et du coup, bon voilà, spécifiquement, quelle est ta formation pour un peu, parce que je pense qu'on a des lecteurs ou des gens qui regardent la chaîne qui sont très intéressés par les métiers globalement de l'édition et qui se posent peut-être des questions sur quoi faire. Comment toi t'en es arrivé concrètement à faire ça? Alors à la base, moi j'étais prof de français en fait, j'ai fait des études de linguistique, de sciences du langage, j'ai une maîtrise de sciences du langage et de linguistique et je suis devenue prof de français pour des apprenants étrangers et je me suis aperçue au bout d'un moment que j'étais passée à côté d'un truc, que j'avais pas exploré ma passion des langues, etc., que j'avais toujours eu. Je parlais déjà anglais couramment et donc je me suis inscrite à l'INALCO, donc j'ai fait une licence à l'INALCO et puis j'ai rencontré quelqu'un qui, enfin j'avais un ami qui cherchait du monde pour ASCA, qui cherchait des traducteurs pour ASCA à l'époque, donc ils m'ont fait passer un test. Bon, j'étais pas sûre de moi parce que j'avais pas de formation de traduction à proprement parler et puis ça s'est bien passé et puis de fil en aiguille j'ai eu plus de titres, etc., et puis voilà où j'en suis maintenant. Et du coup, avant de parler vraiment du travail de traduction, en tant que lectrice, c'est quoi ton premier contact avec le shoujo manga? Alors mon premier contact avec le shoujo manga, c'est le manga Nana de Hayasama. C'est vrai que en fait moi je suis pas rentrée dans le manga très tôt, j'y suis arrivée plutôt quand j'étais à la fac en fait, parce que je fais pas partie de la génération Club Do, c'est mon mari qui m'a fait découvrir tout ça au fur et à mesure, parce que lui était un passionné, donc il m'a fait lire les séries qu'il adorait, donc j'ai pu lire des super séries qui étaient déjà entièrement parues, je pouvais tout lire d'un coup, c'était super. Et il m'a fait découvrir un peu le meilleur de ce qu'il connaissait, donc c'était un gros avantage, on va dire. Et donc même si c'était un homme, il avait lu Nana, et oui, il avait Nana dans sa étagère. Tout à fait. Et à l'époque, alors je vais te dire des bêtises, mais la série n'était pas jusqu'au tome 21 comme aujourd'hui. On était peut-être à la moitié, là, je ne sais plus exactement, mais il y en avait déjà quelques-uns de parus. Il m'a fait découvrir ça, parce que c'est vrai qu'il est très ouvert et que c'est un manga qui, je pense, qui fédère aussi un petit peu, parce que c'est des préoccupations moins, c'est pas des romances lycéennes, etc. Donc oui, il m'a fait découvrir ça et j'ai trouvé ça super sympa. Moi j'avais pas de recul, j'avais jamais lu de shoujo en fait. Donc du coup je ne savais pas ce que c'était qu'un shoujo, si on peut dire qu'un shoujo est quelque chose de définissable, mais en tout cas j'avais pas de définition précise, donc ça m'a pas surpris, les propos traités ne m'ont pas surpris, les personnages ne m'ont pas... Enfin, les personnages m'ont passionné, mais je me suis pas rendu compte que c'était un peu différent de ce qui se fait dans le shoujo, ce qui se faisait du moins à l'époque dans le shoujo. Voilà. Ok. Et du coup, en tant que traductrice, quel a été ton premier shoujo manga? Et le premier shoujo manga que j'ai traduit, c'était Private Prince, qui paraissait chez ASCA à l'époque. C'est le premier titre tout court que j'ai traduit, qui était plus classé. Ouais, donc ton premier manga traduit, c'était un shoujo manga? Ouais, exactement, ouais. Qui était classé Josei à l'époque. Oui, alors après le terme est utilisé, donc bon... J'en ai fait une controverse. C'est pour ça que je dis c'était classé Josei, pardon, à l'époque, et bon, parce que c'était plus adulte, je pense. Mais bon, voilà, c'était classé comme ça. Ensuite, j'ai fait 100% Adopt, voilà, d'une autrice qui paraît toujours. Donc c'est Kanayoshi Izumi. Ouais, c'est ça, qui paraît toujours. Actuellement, je traduis Call Game, qui va sortir chez Kazé, qui a été annoncé. Voilà, donc très différent aussi, qui est plus dans le fantastique médiéval. Je sais même pas si on peut le classer comme un shoujo. Alors si, c'est purement du shoujo pour moi, parce que c'est toujours pareil. D'abord le magazine de prépublication, mais non, c'est purement un shoujo. De toute façon, c'est une autrice qui a une longue carrière shoujo, qui a toujours fait ça. Et justement, la fantaisie, c'est aussi un grand aspect du shoujo, avec des ouvrages comme Basara par exemple, qui sont des monuments du shoujo. C'est ça. Mais c'est vrai que pour les gens qui vont s'attendre à purement de la romance,
c'est pas purement de la romance. Mais c'est bien, parce que ça représente très bien justement la diversité du shoujo. Ouais, c'est intéressant, ça c'est des intrigues politiques. Voilà. Est-ce que tu peux parler un peu de Cold Game du coup? Ouais, bah du coup, en plus moi on me l'a présenté comme un Game of Thrones, comme un Game of Thrones japonais. Ouais, Cold Game c'est donc, alors je vais pas spoiler non plus sur l'histoire, mais c'est vraiment des intrigues, c'est fantasy médiévale et c'est des intrigues sur qui sera la reine, Il y a plusieurs reines dans un royaume donné, c'est un royaume fictif et l'idée, le personnage principal arrive dans un espèce de panier de crabes et voilà, tout le monde veut être calife à la place du calife, donc il va falloir manœuvrer, c'est beaucoup de stratégie politique, de manigance, de manipulation, etc. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas lu toute la série, donc voilà, je n'ai pas la fin et je ne sais pas comment ça va. Elle n'est pas finie de paraître en plus, donc voilà. Mais voilà, il est probable qu'il y ait un peu de romance. Par exemple, dans le tome 1, c'est pas le cas. Il n'y a pas de romance, donc voilà, faut pas. Très bien. Et du coup, spécifiquement sur la traduction de shoujo manga, est-ce que pour toi il y a une différence par rapport à du shonen et à du seinen? Ouais, pour moi, la spécificité du shoujo, c'est vraiment le monologue intérieur, c'est-à-dire c'est toutes ces conversations intérieures que vont avoir les personnages principaux, que ce soit l'héroïne, que ce soit le héros ou les personnages annexes. Généralement, c'est souvent l'héroïne, mais ça va être tout ce fil de conversation intérieure qu'ils vont avoir. Et la difficulté du travail, ça va être de réussir à rendre ça, de réussir à rendre comment les pensées se construisent, comment est-ce que scénaristiquement ça amène à une idée, comment elle est construite, que ce soit par l'auteur ou par le personnage. Et c'est vrai que moi ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je dis tout le temps, le shoujo manga, une des grandes spécificités, c'est le monologue intérieur. Et c'est un des apports qui a eu justement du shoujo, qui a été exporté beaucoup dans le seinen et aussi dans le shonen. Ouais, c'est pour eux. C'est très pour eux, c'est très pour eux et c'est des influences mutuelles. Et c'est vrai que quand on lit un shoujo manga, le monologue, il donne vraiment le ton de quelque chose qui est unique à l'auteur. Ouais, exactement. Et là, pour Kujira par exemple, entre deux, on a travaillé à quatre mains avec Claire Olivier, qui fait partie du même studio. Bon, j'ai pas parlé, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Donc on traduisait à quatre mains, et les passages qu'on a le plus peaufinés, les passages sur lesquels on est revenu plusieurs fois, c'est les monologues intérieurs, qui en plus sont particulièrement filés entre deux, c'est-à-dire que ça va s'étaler sur plusieurs pages, même dans le temps, parce qu'il y a beaucoup de retours et d'allées et venues dans le passé et dans le présent, et la réflexion des personnages et du personnage principal va se construire sur plein de pages, et il va falloir réussir à ce que la pensée soit fluide et que ce monologue intérieur il soit cohérent et qu'il amène une idée précise, qui est le cas souvent de l'auteur. Donc il faut arriver à construire ça et à réussir à retrouver exactement le style de l'auteur dans ses monologues intérieurs. Et c'est très différent d'un auteur de shoujo à un autre, je trouve. Les monologues intérieurs de Cold Game, par exemple, n'ont rien à voir avec les monologues intérieurs de Kujira. Donc, et même chez Kujira, les monologues intérieurs ne sont pas les mêmes dans Entre deux ou dans Switch Me. Question bête, dans Entre deux, il y a un personnage masculin, il y a un personnage féminin, et on a les monologues des deux. Est-ce que c'était différent à traduire? Oui, c'est différent à traduire, d'autant plus que ce manga en particulier, il pose aussi la question garçon-fille, etc. Parce qu'il y a des échanges et eux-mêmes, ils sont dans leur propre définition de leur identité, donc ça joue aussi. Ce qui a été important, c'est d'arriver à voir qu'ils n'étaient pas forcément au même stade dans leur réflexion à eux, et que le lecteur comprenne aussi. Parce que c'est pas toujours clair en fait. Qui pense. Et donc du coup, il faut que le lecteur il s'y retrouve et qu'il comprenne tout de suite qui pense. Donc, Et en fait, justement, c'est vrai, moi il me semble que globalement en japonais, on arrive souvent à savoir qui pense, parce que le langage n'est pas le même. Les pronoms, les tics de langage. Exactement. Et ça en français... C'est beaucoup plus compliqué à rendre, donc il faut arriver à ce que ce soit clair tout de suite, parce que c'est ce que j'allais dire, en effet, pour le lecteur japonais, c'est clair tout de suite. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais en français, si tu as l'image juste et les pensées, c'est pas forcément évident. Et en français, on fait pas cette distinction-là. Beaucoup moins, on n'a pas des pronoms qui sont différenciés, il n'y a pas de particules qui vont marquer cette différence-là. Donc c'est important. Et puis, en plus, c'est même pas qu'une question de sexe, en fait, c'est une question de personnage.
chacun va avoir une espèce de petite tic, une petite façon de s'exprimer qui va être différente, ou même une façon d'exprimer sa pensée qui va être différente. Il faut arriver à rendre ça. Voilà. La difficulté, elle est là, dans ces subtilités-là. Et chez Kujira, c'est beaucoup dans la subtilité, c'est-à-dire que c'est fin. C'est des écrits qui sont très fins, donc il faut arriver à les rendre. Donc en fait, sur les shoujo manga, au-delà du monologue, est-ce que tu as d'autres difficultés Ouais, alors il y a quand même souvent de l'humour. Ouais. On a souvent des touches d'humour, etc. Et beaucoup de dialogue en fait, c'est beaucoup de dialogue. Donc il faut arriver à ce que ce soit péchu, à ce que ce soit moderne, à ce qu'on puisse s'identifier aussi dans ces personnages, à s'identifier dans leurs problématiques, parce que souvent c'est des problématiques universelles. Il faut qu'elles nous parlent, etc. Je trouve que quand tu es traducteur, souvent, tu fais un peu le caméléon, c'est-à-dire que tu te mets vachement dans la peau de tes personnages, et tout particulièrement quand c'est en shoujo, parce que c'est des introspections, parce que c'est des réflexions très psychologiques, très intérieures, etc. Donc toi-même, tu mets un peu de toi en fait dans la traduction, et tu rentres dans ces réflexions-là. Donc au final, ben oui, pour rendre ça, tu vas toi-même t'impliquer dans ce que tu écris. Et alors, est-ce que si on parle d'universalité, dans des shoujo manga, que des fois on dit ah c'est des problématiques très japonaises et tout, est-ce que toi tu as eu des fois des moments où tu te dis ah là là c'est japonais, trop japonais dans les relations, les lecteurs français vont pas reconnaître, vont pas comprendre? Je pense que c'est Claire qui pourrait beaucoup dire ça sur les titres qu'elle fait avec vous, où il y a des questionnements. Non mais c'est vrai, parce qu'il y a des questionnements qui sont très très japonais au final, où pour nous c'est beaucoup plus évident et où ça n'est pas forcément au Japon, je trouve. Après, c'est difficile à dire parce qu'on est tellement familiarisé avec le Japon que des fois on se rend plus compte que c'est des spécificités. Et même pour les lecteurs, je pense on a intégré énormément de choses du Japon quand on est un lecteur assidu de manga, donc tout ne résonne pas forcément de façon étrange pour nous. Maintenant, oui, il y a des spécificités de langue, forcément, il y a des spécificités culturelles, il y a des façons de se parler, mais ne serait-ce que sur les niveaux de politesse. Comment est-ce qu'on les retranscrit aussi fidèlement? Est-ce que voilà, il y a des questionnements comme ça. Voilà. En ce moment, par exemple, je travaille sur un shoujo manga chez vous qui voilà, on ne va pas dire le titre, on parle. qui n'est pas annoncé. Attends, j'ai le cerveau qui est ralenti. Attends. Ah c'est un super titre. Oh, c'est pas des plus faciles à traduire. Non, c'est pas des plus faciles. Et en l'occurrence, il y a ces questionnements-là, par exemple, de vouvoiement. Est-ce qu'on les respecte ou est-ce que c'est vraiment incongru en français de les conserver pour des personnes qui semblent proches mais qui vont se parler de façon beaucoup plus respectueuse? Est-ce qu'on garde cette distance-là ou pas? C'est le genre de questions qu'on peut se poser. On fera clairement une vidéo quand on parlera de ce shoujo manga là, parce que c'est une autrice très importante. Ah, sur l'écrit, ouais, c'est très particulier. Et sur l'écrit, c'est très particulier. Ouais. C'est encore autre chose. Ouais, du coup, on va parler des choses dont on peut parler. Ouais. Et on va... Non, mais c'est super parce que j'avais pas pensé. Et ça fait du teasing, c'est génial. Et du coup, parlons de Kujira, parce que du coup, là, tu traduis en ce moment Switch Mion et vous avez fait entre 2 à 4 mains. Ouais. Donc, est-ce que tu peux un peu parler de Kujira, toi, ton ressenti en tant que lectrice, traductrice? En tant que lectrice, donc. Bon, je suis assez fan, je dois l'avouer. J'ai tout de suite craqué sur le style graphique de Kujira, c'est la première chose qui m'a marqué. Les tomes d'entre-deux, quand on les a reçus, je les ai dévorés. Et en général, c'est plutôt bon signe. Quand je me mets à le lire de bout en bout et à me dire qu'est-ce qui se passe, c'est bon. Ça veut dire que la narration est super et c'est le cas. C'est des questionnements super intéressants, super profonds. Quand c'est entre deux, ça va plus être des questionnements d'identité, de comment on se construit quand on passe de l'enfance à l'âge adulte. Dans Switch Mion, c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est plutôt des questions de couple, de communication, de comment construire une relation amoureuse, de comment se construire soi-même dans cette relation amoureuse, de trouver sa place dans cette relation amoureuse. Donc c'est un tout autre sujet, au final, il va y avoir un peu de romance dans les deux, mais abordé de façon complètement différente. Et d'ailleurs, les narrations sont différentes, les monologues intérieurs sont différents. Dans Entre deux, c'est des monologues intérieurs beaucoup plus filés, c'est des personnages qui sont plus seuls avec eux-mêmes, c'est des personnages qui ne peuvent pas forcément partager leurs interrogations parce qu'ils sont à la phase de l'adolescence, etc. Et que voilà, tu es seul avec tes propres questions à ce moment-là, quoi. Donc du coup, naturellement, ça fait des monologues beaucoup plus longs, beaucoup plus filés, beaucoup plus solitaires. Tandis que dans Switch Mion, c'est beaucoup
plus court, c'est des instants, des réactions, c'est des feelings sur le moment, comment ça se passe, comment est-ce qu'il a reçu ce que j'ai dit, est-ce que j'ai dit une connerie, voilà, c'est ce genre de questionnement, beaucoup plus court, donc on les travaille complètement différemment au niveau de la traduction. C'est-à-dire que entre deux, on va tout traduire et puis on va retravailler tout en prenant que les monologues intérieurs, en mettant de côté les dialogues qui vont venir entre les deux et en vraiment retravaillant toute la fluidité du monologue intérieur. Dans Switch Me On, non, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus dans l'instant, donc on va travailler les scènes, les interactions, et comment est-ce que le monologue intérieur répond aux interactions. Donc c'est pas du tout le même ordre de travail en fait. C'est plus méditatif entre deux que dans Switch Me On. Ça pourrait être intéressant d'évoquer, parce que du coup, en fait, tu travailles au sein du Black Studio. Oui. Expliquer un peu ce qu'est le Black Studio, et aussi du coup sur, quand on avait parlé de la traduction, d'abord de Entre deux, vous aviez évoqué de le faire à 4 mains. Pourquoi vous avez eu ce choix-là, etc. Ouais. Alors, Entre deux, quand il est arrivé, on a toutes les deux fletché dessus. Il y a aussi ça qui joue. Souvent, alors, on était disponibles toutes les deux, mais c'est vrai qu'on a toutes les deux fletché dessus. On était super motivés. Je pense que ça aurait été très difficile de dire c'est toi ou c'est moi qui le fais. Parce qu'on voulait trop le faire, quoi. Pour Switch Me On, malheureusement, Claire n'était pas disponible. Donc là, c'était pas une question d'attirance pour le titre, mais elle était vraiment indisponible à ce moment-là. Donc ça s'est fait comme ça. Je pense qu'elle aurait adoré travailler dessus aussi, la connaissant, parce qu'elle adore tout ce qui est shoujo, donc voilà. Maintenant, oui, c'est vrai que du coup, ça vaut le coup d'expliquer. On est un studio en fait qui regroupe plusieurs prestataires. On est 2 traductrices et 3 lettreurs en fait, qui sont tous indépendants. Donc des fois, on travaille ensemble sur les mêmes projets, avec le lettrage compris, etc. Puis des fois, on travaille indépendamment sur des projets. Et en traduction, ça nous arrive assez régulièrement de travailler à 4 mains. C'est un travail très différent parce que ça permet de peaufiner énormément, que ce soit les dialogues, le texte, le style, etc. Alors que quand on est seul, on est seul avec ses choix en fait. Et, voilà. On n'a pas forcément le recul nécessaire. Alors avec Claire, on s'entraide quand même sur les titres mutuellement. Je sais qu'elle me posait des questions sur celle que je suis, ou vraiment elle me disait quel est ton feeling là-dessus, avec le recul quand t'es pas les mains dans le cambouis de la traduction. Et de la même façon, je vais lui poser moi-même des questions en lui disant comment est-ce que tu ressens ce passage-là, est-ce que tu penses que je pars dans la bonne direction sur la tonalité, voilà, on va s'entraider comme ça. Mais c'est vrai que quand on est à 4 mains, c'est du travail d'orfèvre parce que genre, on fait la traduction et puis on la repasse et on la repasse et on la repasse ensemble et on peaufine le truc. Voilà. Il y a plus de recul, quoi. Switch Me On, par rapport à d'autres shoujo manga avec des personnages adultes que tu as pu lire ou travailler, qu'est-ce que tu as trouvé différent? C'est très différent. C'est très différent, enfin en tout cas en ce qui me concerne sur ce sur quoi j'ai travaillé, parce que bon, on n'est pas du tout dans une romance lycéenne, on n'est pas du tout dans la trame classique avec des arcs narratifs très longs, avec des rivales qui vont venir, avec des mecs qui vont draguer, etc., qui vont faire un triangle amoureux, etc. C'est pas du tout ce délire-là. Là, d'entrée de jeu, l'auteur casse le truc, c'est érotique, donc ça commence tout de suite par la question, c'est pas de savoir qui va coucher avec qui, la question c'est pas de savoir s'ils vont finir ensemble, du tout. Ils commencent littéralement ensemble, donc on évacue ce sujet-là quelque part dès le début. Et la question c'est comment ils vont se construire en tant que couple, comment ils vont communiquer, comment ils vont résoudre les problèmes qui peuvent se poser dans un couple, dans tous les couples en fait, les péripéties de la vie en fait, quoi. Donc du coup là ce qui est intéressant c'est la finesse de la communication, c'est tous ces sujets-là. Et puis c'est un couple hyper moderne en fait, un couple moderne et très équilibré, c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que... Pardon. Non mais ils sont tellement mignons. Ouais, non mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup dans les shoujo de couples qui sont hyper dysfonctionnels en fait, avec des personnages féminins super dominés, ou qui sont complètement dans la séduction un peu puérile. Enfin, ça va pas forcément. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est 2 personnages qui sont à part égale. D'ailleurs, la narration, on entend autant la voix du héros que de l'héroïne. C'est pas du tout. Le point de vue, il est double en fait. Il permet d'avoir le point de vue des 2 personnages. C'est pour ça que ça s'adresse un peu à tout le monde au final. Comment est-ce que tu construis ton couple en tant d'humain à être humain? D'ailleurs, je trouve que même il y a pas mal de situations où la question c'est même pas la question du couple, c'est la question de la relation humaine. Comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on se dit les choses, comment est-ce qu'on résout les conflits. Et ça pour moi c'est nouveau en tout cas dans ce que je fais en shoujo, et c'est ça qui est hyper chouette, c'est qu'on voit leur couple se construire, traverser les épreuves. L'enjeu c'est pas le même que dans la plupart des shoujo. L'enjeu c'est de les voir grandir ensemble et de les voir évoluer, de les voir réussir à
pas que résoudre des problèmes en fait, même vivre des beaux moments ensemble, et c'est chouette, c'est comme la vie, c'est un quotidien mais vraiment agréable à découvrir au fur et à mesure, quoi. Et du coup, c'est vrai que sur le processus de travail, comme on le fait en numérique d'abord, avec un chapitre tous les 3 semaines, dans le process de travail, normalement on envoie tous les volumes qu'on a au bureau disponibles pour que les traducteurs puissent lire tout, avoir une idée où va l'histoire. Là, on t'envoie plutôt par chapitre fragmenté. Est-ce que ça change? Est-ce que c'est plus difficile? Qu'est-ce que ça change dans ta manière de travailler? Alors, l'avantage c'est que je pense que Kujira l'a écrit de façon sérialisée comme ça, c'est-à-dire que c'est créé par chapitre plutôt que par tome. De base, je ne sais même pas si elle anticipait que ça paraisse en tome complet. Donc du coup, au niveau du travail en soi, c'est pas forcément gênant de l'avoir au compte-gouttes parce qu'on découvre la narration au fur et à mesure et qu'elle est faite pour être lue comme ça. Même pour le lecteur japonais, je pense que c'est le même ressenti en fait. En revanche, en tant que fan, je dois reconnaître que c'est parfois difficile de ne pas avoir la suite. En plus, c'est vraiment ce que vous avez à disposition. Moi j'en ai un peu plus en fait. Parce que je me l'achète en numérique tous les mois en fait, ouais. Mais quand je reçois des gros paquets de chapitres, je lis tout d'un coup, j'avoue, je ne laisse pas de suspense, je feuillette rapidement où est-ce qu'ils vont. Attends, on est quand? On est vendredi. Il y aura un nouveau chapitre numérique demain, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est moi quand je reçois les... Moi c'est pareil, j'ai trop hâte de lire la suite. C'est terrible parce que, en plus des fois je suis en train de travailler, je reçois les trucs et je fais vite fait, je vais regarder. je mets en pause ce que j'étais en train de faire histoire de voir ce qui se passe. C'est du travail quand même. Voilà, c'est quand même j'anticipe sur le travail à venir. En tant que fan, t'as envie de savoir la suite parce qu'ils sont adorables, parce que leur relation est hyper saine, parce que ça pose plein de questions qu'on peut se poser en ce moment. Comme je disais, c'est la question du consentement par exemple qui est hyper respectée, l'écoute de l'autre, c'est chouette quoi en fait, c'est agréable à lire, on n'est pas sur des enjeux qui sont, je trouve qu'il y a certains shoujo où il y a des enjeux qui sont parfois désagréables, c'est énervant, il y a des quiproquos qui sont pénibles à regarder, etc. C'est pas le cas dans Switch Me On. On souffre pas en tant que lecteur, au contraire c'est agréable, on a envie de la suite quoi. C'est comme une bonne série qu'on suit et dont on adore les personnages et où on veut juste voir comment est-ce qu'ils évoluent quoi. Voilà. Très bien. Et je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Non. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé aussi, qu'on continue à parler avec d'autres professionnels justement spécifiquement du shoujo manga. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans la barre d'infos. On va mettre toutes les infos aussi pour suivre. On a un Twitter, le Black Studio Black Studio FR sur Twitter. On va mettre toutes les infos, même si vous voulez mettre dans les commentaires, on transmettra et puis on répondra après en interposé, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi. Dites-nous si vous voulez voir d'autres choses dans ce genre-là. Et puis lisez les mangas de Kujira parce qu'ils sont vraiment trop bien. Ils sont tous différents, ils sont très riches, c'est une autrice qui est... moi je trouve, elle me semble libre, quoi. Elle raconte ce qu'elle a envie de raconter. C'est complètement différent, vous y trouverez votre bonheur, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. C'est pas les mêmes sujets qui sont évoqués, donc ça vaut le coup. Et puis du coup on vous dit à très bientôt sur une prochaine vidéo de l'Instant Shoujo.